Voilà, bonjour à tous. Je vais vous dire, franchement, vu le niveau et le parterre devant lequel on a assisté ces 2 derniers jours, moi je me sens vraiment tout petit parce que je suis ni psychologue, ni théoricien de machin chose, ni mathématicien, as de la communication et autres pro des mythologies. Donc moi je suis juste géologue. Donc je suis quelqu'un de très terre à terre. Mais heureusement j'ai un peu fait des études, donc j'ai aussi appris à théoriser et j'aime ça. C'est un petit peu comment dire, des pratiques intimistes. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la manière dont moi j'ai théorisé la manière de faire des scénarios et quels sont les outils qu'on peut en sortir. Alors pourquoi ça? Parce que on a... on va suivre ce plan-là, c'est pas très important en avant. Donc moi j'ai commencé avec l'œil noir, j'ai découvert le jeu de rôle en autodidacte avec l'œil noir, et donc j'ai commencé par faire des donjons, comme tout le monde, ou en tout cas presque tout le monde. À l'époque, c'était il y a 25 ans. Et puis j'ai découvert la première campagne avec le Secret des Elfes. Alors ceux qui l'ont fait savent que c'est des campagnes de style Pathfinder, vous avez un tout petit peu de contexte, beaucoup de donjons, et puis de temps en temps un retournement. Et puis j'ai découvert le bac à sable en me lançant dans les légendes des contrées oubliées. J'ai pas utilisé le système que je trouvais pas super, j'ai utilisé en fait une mouture un peu améliorée de simulacre, merci Pierre Rosenthal. Et puis un jour j'ai découvert la boîte rouge de Dungeon World et puis tous ces jeux forgiens basés sur l'apocalypse et autres théories du jeu. Et je me suis dit, mais mince, ces gens proposent des outils qui, s'ils ne sont pas nécessairement nouveaux, puisqu'on entend à répétition tant qu'on veut sur les forums qu'on a toujours fait comme ça, mais en fait ces gens-là, ils ont l'avantage de l'avoir écrit noir sur blanc et d'avoir permis à des gens qui, pas nécessairement s'amusent à théoriser hors de rien, mais de se dire, ah tiens, il y a une réflexion, et ben moi, ça m'a titillé le cerveau et j'ai décidé d'en parler. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Voilà, ça c'est ce que je vais vous dire, en gros. C'est que, moi, mon but, c'est que, en fait, ces outils modernes, ils vont nous permettre d'avoir un récit plus fort dans le cadre de nos parties, avoir une meilleure accessibilité de nos scénarios, parce que c'est gai de lire 20 pages d'un scénario bien écrit, comme le fait Tristan l'Homme, c'est génial. À part que, quand on a fini un scénario de Tristan l'Homme, parfois on se dit, bon, par où on le joue, quoi. Comment on le joue, puisque le début est très bien écrit, et puis la fin part vraiment dans tous les sens, et donc c'est pas toujours facile. Et puis surtout, je pense qu'il y a un intérêt par rapport à la transmission de notre plaisir. Hier, j'ai posé la question du ticket d'entrée. Je pense que justement, nos scénarios, la manière dont on écrit nos scénarios, ça fait un peu partie de ce ticket d'entrée. C'est-à-dire que le type qui veut se lancer dans ce jeu de rôle, il a besoin d'un scénario de base, il a besoin de ce fameux scénario d'introduction. Et si ce scénario d'introduction, il n'est pas clair, il ne lui permet pas tout de suite de comprendre comment est-ce que ça se passe le jeu de rôle et comment avoir cette expérience de jeu intéressante, plaisante, qui donne du plaisir à tout le monde, il ne reprendra pas le jeu de rôle et il ne continuera pas. Donc, je pense que vraiment, améliorer les outils, la manière dont on écrit nos scénarios, quel que soit d'ailleurs le design de notre scénario, vous allez voir, je théorise ce genre de choses, ça va faire beaucoup rire Sébastien Delfino, ça a une importance. Alors, je suis parmi les cadrats, il y a des enfants, et que moi d'ailleurs j'ai mis ici mes enfants, et donc il y a un moment donné où quand on écrit un scénario, le temps de préparation du scénario, donc le temps qu'on doit mettre à préparer notre scénario ou nos parties de jeu de rôle, mais aussi par rapport au potentiel ludique, c'est-à-dire le plaisir qu'on va retirer à table, il grandit de manière exponentielle. Donc quand vous commencez à imaginer votre scénario, grosso modo, vous n'utilisez pas de temps, enfin si vous utilisez un peu de temps de cerveau, mais généralement c'est un petit peu comme quand vous faites des mises à jour sur votre ordinateur, ça se passe derrière, et pas que ça ralentit un petit peu votre activité tous les jours, c'est pas très très grave. Et puis vous vous lancez dans un premier jet, vous jetez vos premières idées sur un papier, et ça va très vite, vous créez très vite beaucoup de potentiel ludique, parce que vous mettez tout de suite sur papier les forces de votre scénario. Et puis alors après ça, vous essayez d'écrire un peu un synopsis, quelque chose qui va vous permettre de structurer l'expérience de jeu en elle-même. Là, ça commence déjà à prendre du temps. Et puis alors après, si vous voulez commencer à faire un scénario complet que vous allez balancer sur Internet, voire encore pire, le publier, alors là, je ne dis pas le temps que vous allez perdre à ça, les relectures, les éditeurs, les illustrateurs, etc. Enfin, tout ça pour un potentiel ludique qui ne va pas nécessairement énormément grandir. Donc moi, je pense que grâce à des nouveaux outils de scénario, en tout cas ces fameux nouveaux outils que certaines personnes ont mis le doigt dessus, ont mis des mots dessus, parce que moi je ne suis pas nécessairement très doué avec les mots, je suis géologue, rappelez-vous, je ne suis pas linguiste, ce genre de choses. Je pense qu'il y a moyen justement de s'arranger pour que, en tout cas au départ, on puisse avoir
un potentiel ludique qui va augmenter pour le même temps qu'on va consacrer à nos scénarios. Bon, là, j'ai déjà beaucoup trop parlé, alors il faut essayer de dire, il faut mettre en contexte, etc. C'est quoi un scénario? Moi, j'ai repris, j'étais voir dans le Larousse. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils disent le Larousse? Un scénario, c'est un calvant, un plan, une scène, dans une pièce de théâtre, c'est ce genre de choses. C'est aussi un document qu'on écrit pour décrire un film qui sera tourné, etc. Enfin, bon, vous pouvez lire, j'ai pas besoin de le faire à votre place. Ce qui est intéressant, c'est que ces définitions, elles amènent un certain nombre de concepts. Un des concepts de découpage. Un scénario, c'est quelque chose qu'on découpe. C'est quelque chose qui a des éléments séparés. Il y a un phénomène de description. Ben oui, dans votre scénario, vous allez devoir décrire les intervenants, qu'ils soient des lieux, des personnages, même des événements. D'accord ? Et puis il y a du récit. Ah ouais, on essaie de raconter une histoire. Non, on fait du jeu de rôle, on essaie de raconter une histoire. Et puis alors, il y a le déroulement. Pourquoi? Parce qu'une partie de jeu de rôle, elle commence à un point A, elle va vers un point B. Alors on verra qu'il y a différentes routes qu'on peut suivre. Il y a des gens qui aiment bien le vol d'oiseaux, et puis il y a des gens qui aiment bien les choses un petit peu plus rapides. Je vais à gauche, à droite, je me promène, je profite de trucs. Oh, le paysage est beau, c'est sympa. Et puis il y a carrément les gens qui, je me plante au milieu, je sais pas où je veux, bon, par là, ça ira bien comme ça. Et puis il y a cette histoire, mais qui vient, là ça c'est plutôt nouveau, ça nous vient des gens qui font de la prospective, donc des gens qui essaient de dire qu'est-ce que ça sera ce futur, est-ce qu'on peut développer des scénarios pour ce futur? Eux ils essaient de voir des prédictions. Et c'est fou parce que nous, dans nos scénarios de jeu de rôle, surtout la manière dont on les écrit à l'heure actuelle, on n'arrête pas de dire et si nos personnages font ça? Et si nos personnages font ça? Et si ils torturent l'Ewok? S'ils torturent l'Ewok, on fait une prédiction par rapport à ce qu'ils font. Ok, alors qu'est-ce que c'est un scénario? Merci à Jérôme Larrey de nous avoir rappelé que le scénario, c'est quelque chose d'extrêmement divers. Depuis les origines du jeu de rôle, le scénario il a pris vraiment plein de formes différentes, et il continue à en créer de nouvelles. Donc, dans un scénario, quels sont les éléments constitutifs, quelles sont les choses qu'on va retrouver quasi toujours dans un scénario et qui, en tout cas, vont nous permettre de dire à un moment donné quels sont les outils qu'on doit développer pour améliorer ces scénarios? Il y a une situation initiale. Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux gars? Vous avez tous vu ce film, je ne vous raconte pas la fin, donc... Il va y avoir des événements dans notre scénario. Et j'ai presque envie de dire, les événements, moi dans ma pratique du jeu de rôle, les événements, c'est ça que je travaille entre mes parties. Je travaille très peu le contexte, je travaille très peu les personnages. Généralement, c'est déjà fait. Je leur rajoute parfois un enjeu ou une ligne, un trait, etc. Mais c'est surtout sur les événements que je vais me concentrer dans une campagne entre mes parties, parce que c'est ça qui est, à mon avis, intéressant, parce que c'est ça qui va driver le scénario, c'est ça qui va le faire aller de l'avant la fois d'après. Alors, il y a des factions ou des acteurs, donc factions, généralement, on va mettre plusieurs personnes, et puis des acteurs, ce sont généralement plutôt une personne. Dans acteurs, moi je vous mets le gros pack d'or que vous envoyez comme vos personnages pour faire un combat, parce qu'il faut un combat dans votre jeu de rôle, sinon vous ne jouez plus à Donjons et Dragons, vous jouez à Petit Poney. Il y a des lieux et il y a le déroulement, ce fameux fil conducteur qu'on voudrait bien mettre dans son scénario, ou en tout cas celui qu'on s'est fait dans sa tête quand on a écrit ce scénario, qu'on a préparé sa partie de jeu de rôle. Vous savez, le genre de truc qui ne résiste pas 15 secondes à la confrontation avec les joueurs. Voilà. Mais pourtant, ça existe dans les scénarios. Bon, quand on regarde en fait tout ce qui existe dans les scénarios, en fait, il y a deux éléments qui sont totalement indispensables, qui sont communs à tous les scénarios qui existent et qui ont été écrits depuis la Battle Map, le One Page Dungeon, des scénarios pléthoriques, les super grandes campagnes, etc. C'est la situation initiale et le bouleversement de cette situation initiale. C'est vraiment comme dans les romans, comme dans une nouvelle, vous avez une situation de base et s'il n'y a pas quelqu'un qui vient taper un coup de pied dans la fourmilière, il n'y a rien qui bouge. Bon, c'est là qu'on va rentrer dans les théories, je crois. Donc c'est là qu'on va rentrer dans les théories, c'est là où j'ai commencé à faire titiller mon cerveau. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce qui est intéressant? Comment est-ce qu'on fait un scénario, etc. Et j'ai écrit des billets sur mon blog, etc. Et j'en suis arrivé un peu à ça, de me dire, voilà, il y a trois parties, trois choses dans l'écriture d'un scénario. Il y a d'abord le design du scénario, ça va être les racines, vous allez comprendre pourquoi après. La structure du scénario, le tronc, et les outils d'écriture qui vont donner le feuillage. Alors, je vous ai mis un peu des designs continus, un super graphique, ceux qui lisent mon blog qui commencent à voir où je veux venir. Les structures linéaires arborescentes, ça c'est magnifique, ça c'est le genre de sujet. Vous voulez que les gens viennent sur votre blog, vous faites ça. Vous écrivez un billet sur structure linéaire, arborescente, bac à sable, etc. Vous êtes sûr d'avoir un maximum de trucs, c'est génial.
Et puis les outils d'écriture, ben ça justement, c'est un peu les choses nouvelles qu'on va essayer d'amener. Même si en fait il faut les trois. Alors, ce serait trop beau. Trop beau de dire on commence par la. Sinon on va commencer par le tronc, sinon je suis plus belge, je suis plus surréaliste, et ça va pas. Alors le tronc, c'est quoi? C'est la proposition narrative. Alors, Sébastien Delfino va vous en parler bien mieux que moi, il en a déjà parlé hier, et puis il y a un magnifique podcast sur Radio Gaulliste qui parle de ça. En fait, c'est quoi la proposition narrative? C'est dans l'histoire qu'on a envie de raconter. Voilà. Quand on parle déjà de ça, on comprend un peu plus. Je sais bien que Sébastien, il fronce ses sourcils, je le vois d'ici, parce qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il y a beaucoup plus que ça dans la proposition narrative. On va dire, on va s'arrêter à ça. Et la structure du scénario, elle doit être adaptée à cette proposition narrative. Si vous avez envie de raconter des aventuriers qui vont dans un donjon pour aller buter le dragon au moins 15e niveau, il faudra m'expliquer pourquoi le dragon il se tient au moins 15e niveau, qu'il ne sort pas dévaster la région, chercher plus de trésors, mais probablement qu'il s'est endormi, c'est un vil paresseux. Sauf que monsieur nous a bien montré qu'il fallait faire attention parce que si on lui enlève une petite pierre, manifestement il n'est plus du tout paresseux à ce moment-là. Hein, donc, il va falloir adapter cette structure au scénario. Alors bon, on va vite faire le tour un peu des structures. Les structures linéaires, donc on va d'un point A à un point B, on a parfois un peu des embranchements, mais tout le monde sait bien qu'on va arriver au point A au point B. La structure circulaire, c'est la même, mais à part que on a tout le machin pour que le point A égale le point B. On ne raconte pas exactement la même histoire, mais c'est la même structure de scénario, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un scénario qui va nous aider à rester sur le fil, à rester sur les rails. Et ça n'a rien de péjoratif, le railroading. Ah, alors, on a... Ah oui. Vous allez voir que je vous mets ici en noir, grosso modo, les qualités de ce genre de structure. En rouge, les choses qui sont un peu plus problématiques. Et ici, je vous mets pourquoi c'est idéal. Dans quel genre de scénario ça marche bien. Et comme j'ai déjà dépassé 10 minutes de temps, j'ai pas le temps de vous lire tout ça, mais vous savez le faire tout de même. Moi, je suis juste là pour que vous ayez le temps de lire tout ça et puis faire que passer un bon moment pendant cette présentation. Donc, après ça, il y a la structure arborescente. La structure arborescente, on part d'un début. Et ce qui est intéressant dans la structure arborescente, c'est qu'en fait, c'est une structure qui permet d'insister sur les choix que font les joueurs. Et donc, pour ça, c'est idéal pour les enquêtes et les intrigues à tiroir. Par contre, pour le maître de jeu, c'est vraiment chiant. Le nombre de ici qui doit prévoir, et donc le nombre de chemins, le travail nécessaire à écrire de ce genre de choses, c'est vraiment totalement démesuré si vous avez une structure linéaire, et donc un design linéaire, et donc on verra qu'il y a peut-être d'autres designs plus adaptés à ce genre de structure. Et puis il y a, moi la structure que je préfère, il y en a d'autres dans la salle qui préfèrent cette structure-là, qui est le bac à sable. Vous parachutez vos joueurs dans un endroit, ils ont un univers autour d'eux, et allez, on va découvrir. Oh, tiens, là c'est marrant. Oh, vous direz bien là, on a le temps de faire. Non, on va pas là, on va là. Et puis on termine là. Et on a fini notre bac à ça, tout le monde a vécu une super expérience de découverte, mais on ne va pas nécessairement avoir quelque chose qui va insister très fort sur la psyché intérieure de notre personnage, ses traumatismes d'enfance, etc. Alors, les outils d'écriture. Oh, il m'a enlevé l'image, le salaud. Ah ben non, il a mis l'image et tout. Alors, la structure convergente. Alors la structure convergente, là on est typiquement dans des scénarios de type jouer l'apocalypse. Vous avez envie de jouer l'apocalypse, même vous avez envie de montrer tous les points de vue de l'apocalypse. Vous avez envie de montrer la famille qui doit sauver ses jeunes et arriver dans le vault avant que tout ne pète. Vous avez envie de montrer le scientifique qui va montrer pourquoi le super gros orage qui arrive va faire sauter la centrale thermonucléaire et raser la région. Vous avez envie de jouer le valeureux shérif qui essaye de sauver le chien dans l'arbre. Vous avez envie de jouer le Superman qui doit absolument sauver la nation, etc. Vous avez envie de jouer tous ces points de vue parce que ce qui vous intéresse, c'est ça, c'est cette scène finale. Et ce qui vous intéresse, c'est que cette scène finale, malgré que vous allez la jouer 6 fois, vous allez la jouer 6 fois avec des points de vue différents, et 6 fois vous allez avoir une expérience de jeu différente. Mais au final, vous aurez vécu une apocalypse dans toute sa beauté parce que vous aurez tout vu. Un peu comme le cinéma hollywoodien aime bien nous le montrer, ou les séries B que ma femme regarde l'après-midi sur la télé. Voilà. Alors, ensuite, la structure en patchwork. Alors, la structure en patchwork, c'est quoi? Vous avez envie de raconter des tas de choses différentes, avec des tas de points de vue différents. Vous avez grosso modo un thème qui est le même et qui va sous-tendre tout ça. Et vous allez utiliser cette structure-là. Pourquoi? Parce que vous allez les vivre différentes choses avec ou non des personnages différents. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez vivre toutes ces différentes tranches de vie. Et donc là, on est typiquement dans des films de type Magnolia, où vous allez voir tous ces destins
parallèles qui au final vont se croiser et suivre le thème général, et ça termine par une pluie avec des grenouilles. Alors, le design. Alors pourquoi est-ce que le design est important? Parce que suivant la structure que vous allez avoir pour votre scénario, eh bien, vous n'allez pas nécessairement... Enfin, il y a des manières différentes de le transmettre. C'est à ça que ça sert le design. Sébastien peut nous en parler, c'est la théorie de la communication. Moi, je ne connais pas grand-chose, si ce n'est que c'est marrant de se clipper là-dessus 5 minutes et de se dire « Ah ben finalement, il y a un outil à aller chercher derrière ». Ce design, il est quelque part caché. Pourquoi? Parce que quand vous écrivez un texte de long en large, il est caché. Si par contre vous avez... on va passer... Alors, 3 grands types de design. Le design linéaire. Donc le design linéaire, c'est quoi? Donc vous avez les différents éléments de votre scénario. Je ne vous explique pas comment on les identifie, vous aurez ça sur mon blog. Et donc vous mettez tout ça dans un texte, l'un à la suite de l'autre. Alors quels sont les grands... Ce qui est intéressant par rapport à ce design, c'est que, ça vous permet d'insister sur l'ambiance dans votre scénario. Donc tous les scénarios d'ambiance, vous allez plutôt privilégier un design à tendance plutôt linéaire. Et même chose, si vous avez un scénario avec des relations complexes entre les différents éléments de votre scénario, franchement, c'est ce design-là que vous devez prendre. C'est pour ça que Tristan Lund, il aime bien ça, c'est parce qu'il a des scénarios avec des relations très très complexes entre les éléments de scénario qui sont parfois qui se comptent sur les doigts d'une main. Alors, le problème, c'est que comme vous lisez un très très long texte, il y a un temps d'acquisition qui est parfois un peu long, et par contre, tous les éléments dans votre scénario sont dispersés, et il faut aller rechercher un petit peu les éléments à gauche et à droite, parce qu'au moment où vous allez mener, ce qui vous intéresse, c'est que quand votre personnage va arriver en tel lieu, ou rencontrer tel personnage, ou qui va leur arriver ça, qui va leur tomber sur la tronche, sur le point de la tronche, eh bien, vous avez besoin d'avoir la vision complète de cet élément. Et donc là, vous aurez peut-être un petit peu de problème à aller la chercher. Alors, le design insulaire, c'est quoi? Donc c'est, en fait, on va tout séparer. On garde tous les éléments un peu séparés les uns autour des autres, et on va juste dire, ça se relie à peu près comme ça. Voilà. Alors ça, c'est typiquement ce qu'on a dans les jeux Apocalypse Dungeon World, puisqu'on vous propose des fronts, des actions, les personnages, les lieux, les descriptions, le casting, etc. Et donc ça, l'avantage, c'est que c'est très très rapide à écrire. On est quasi au niveau du synopsis, je veux dire, à peu de choses près, c'est ce niveau-là. Il y a une facilité d'utilisation quand vous êtes en partie qui est vraiment extraordinaire. Et donc ça, c'est très intéressant comme design quand vous avez des scénarios avec beaucoup d'éléments. Beaucoup de lieux, beaucoup de personnages, etc. Tout ça, c'est vraiment très très bien. Et puis alors, vous avez le design insulaire. Oh, c'est pas l'insulaire, c'est le design... le design graphique. Alors, le design graphique, c'est quoi? On a des visuels qui sont évocateurs, et par contre, ce qu'il faut... Comment dire, là, ce qui est intéressant, c'est que donc les informations sont très compactes. Au lieu d'avoir une description de 20 lignes pour vous faire une description, vous avez une jolie image. C'est vraiment sympa. Et puis alors, mais par contre, il faut une compréhension graphique de la manière dont tout ça va se mettre ensemble, parce que tout ça est montré de manière visuelle, avec des liens qui expliquent grosso modo les liens, et donc ça donne ce genre de choses. C'est très beau, mais par contre, il y a une difficulté d'approche, parce que, suivant la manière dont vous avez vous lancé dans ce design insulaire, votre cerveau va générer une perception du scénario et de l'histoire que vous pouvez en tirer qui va être un peu différente. Par contre, l'avantage, c'est que ça se résume sur une feuille A4 ou A3 devant vous, et donc quand vous êtes en partie, c'est vraiment facile. Mais par contre, vous allez être limité par rapport au nombre d'éléments que vous allez pouvoir montrer, par rapport à l'ambiance que vous allez pouvoir passer. Bon, alors, comment est-ce que tout ça se met ensemble? Donc, on a des designs insulaires qui a plutôt l'aspect didactique, puisque tous les éléments sont bien séparés. Vous avez le design graphique qui avait insisté plutôt sur l'aspect visuel. Donc autrement dit, si vous êtes quelqu'un que les aspects visuels échappent totalement et que vous êtes quelqu'un de purement linéaire, vous allez avoir du mal avec cela. Et puis alors vous avez le design linéaire qui lui a le problème de la complexité. Mais c'est ça qu'ils amènent aussi comme force pour votre partie. Si vous êtes quelqu'un de visuel, eh bien un design graphique, franchement, vous mettez ça devant vous, même derrière votre écran, ou même pas d'écran finalement, et pas, vous avez tout. L'idéal, ce serait d'avoir quelque chose qui serait au milieu, mais Ixunt Dracones, c'est l'action des dragons. Ou comment est-ce qu'on fait ce genre de scénario qui va à la fois tirer parti des trucs visuels, montrer et bien séparer tous les éléments de votre scénario, tout en facilitant la connaissance des liens qui régissent tous ces éléments et l'ambiance qui va être créée dans le cadre de votre scénario. Donc là il y a un défi que je me lance, moi, mais si vous avez aussi envie de le relever, franchement,
on peut en causer, ça peut être vraiment, vraiment très très marrant. Alors j'ai essayé de me dire, où est-ce qu'on trouve les différents scénarios, comment est-ce que tout ça se met. La battle map, c'est clairement quelque chose de plutôt visuel. Le design infographique, comme le truc que je vous ai montré, là, avec les éléments un peu les uns à côté des autres, etc. Ça, on est clairement entre le visuel et l'insulaire. Les fronts à la Dungeon World, les bacs à sable sont généralement quelque chose qui est plutôt comment dire, insulaire, parce que vous décrivez les lieux, vous décrivez les personnages, vous décrivez les factions, pas toujours d'ailleurs les relations qu'il y a entre eux. Et puis alors, les structures continues, les structures arborescentes se trouvent plutôt du côté complexe, quoique pour moi la structure arborescente, elle a intérêt à se rapprocher de l'insulaire pour clarifier clairement les choses. Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un moment, dans une structure arborescente, les liens entre les différents éléments de votre scénario sont importants, mais par contre aussi, vous allez avoir besoin de pouvoir les décrire et les utiliser, les ramener en jeu quand vous en avez besoin. Alors le feuillage, vite, parce que je vais dépasser le temps. Alors, c'est quoi? C'est l'usine, c'est le moteur de votre scénario. Alors ça va permettre de quoi? De poser les enjeux. Ça, c'est un premier outil. Les enjeux. Comment est-ce qu'on pose nos enjeux? Aiguiser les accroches. Quand vous amenez un nouveau élément dans votre scénario, un nouveau lieu, un nouveau personnage, un nouvel élément qui arrive, vous savez, le bag, je ne sais plus c'est quoi, je vois pas vraiment, qui permet de relancer l'action. Voilà, ça, on est clairement sur une accroche événementielle. Alors, tournez les clés. Lady Blackbird, ça parle à tout le monde. Donc, Lady Blackbird, ils disent, quand la clé du traître, quand vous trahissez votre groupe, vous activez la clé, vous gagnez un PEX, et si vous montrez fidèle vis-à-vis au groupe, vous rachetez votre clé, etc. Bon, moi j'ai un peu théorisé là-dessus, généralisé le concept de clé. C'est très intéressant pour montrer comment utiliser dans votre scénario au mieux les éléments que vous avez créés dans votre scénario. Et puis monter les échelles, pourquoi? Parce que dans un jeu de rôle, il y a le fameux déroulement là, dont on a parlé, ou faire monter la tension. Pour ça, on va avoir besoin de ces échelles. Puis je mets entre parenthèses résumer les actions, parce que je suis un grand fan de Dungeon World, si vous ne le savez pas, maintenant je vous l'apprends. J'adore ce concept d'action. Pourquoi? Parce que ces actions, c'est des trucs qui vous permettent, c'est des petites phrases, mais qui vous disent, tiens, dans le scénario, ce serait bien d'avoir ça. Et chaque fois que vous mettez une de ces actions, si elle a été bien écrite et bien choisie, etc., dans votre scénario, ça marche. Alors, les outils d'écriture, on va aller très très vite. Donc les enjeux, c'est ce qui permet de faire à la fois le moteur et le volant de votre scénario. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va donner envie à vos personnages, à vos joueurs, et aussi surtout leurs personnages, d'aller de l'avant, de découvrir les choses, etc. Donc c'est quelque chose qui, ils doivent être clairs, ils doivent être orientés, parce que c'est ça qui va permettre. Tantôt, on a dit, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'anticiper ce que vont faire les joueurs. Si vous leur posez des enjeux clairs et orientés, normalement, vous avez déjà une meilleure idée de ce qu'ils peuvent faire. Alors, moi, je préfère quand ils sont posés de manière d'une question orientée. Et donc, vous avez un peu l'exemple là qui vous montre ça. J'espère que vous avez eu le temps de lire. On doit avancer, on y va. Alors, les accroches. Donc, les accroches, c'est chaque fois que vous avez un élément, vous allez avoir envie, puisque vous avez créé un élément, vous avez eu le temps de le faire, vous avez envie qu'il soit utilisé dans le jeu. Et l'accroche, elle sert à ça. Elle sert à ce que votre élément ne soit pas inutile. Si votre groupe de personnages rencontre un PNJ qui est important dans le cadre d'un bac à sable, n'importe quel, de l'enquête, etc., il faut qu'ils s'y intéressent. Ils ne peuvent pas le laisser à côté, sinon il y a tout qui tombe. Enfin, il n'y a pas tout qui tombe à terre, mais votre scénario commence à prendre des rails et à dévier vers les réseaux capillaires, vous ne savez pas très bien où. Et donc ça sert à ça, les accroches, c'est que quand vous avez un événement, c'est un bang, il faut absolument que les gens se raccrochent et aient envie de prendre le train en marche. Les clés, donc c'est ces fameux guides d'utilisation. Clé du labyrinthe, ce lieu est le terrain de chasse du Minotaure. Quand les aventuriers progressent à l'aveuglette, ils ne savent pas où ils vont, donc ils vont vers de nouveaux lieux, des nouveaux éléments que vous avez prévus. Présentez-leur un lieu apparemment inconnu. Oh tiens, je me permets de mettre un nouvel élément. Sinon, montrez-leur que le Minotaure s'est lancé à leur poursuite. Oh, on fait monter la tension. Voilà, ça sert à ça, de faire des clés. Et vous faites la même chose avec vos PNJ, vous faites la même chose avec des objets, etc. Et puis les échelles qui permettent de faire escalader le récit, de faire avancer les choses. Alors elles peuvent être simplement de style, mon scénario il doit passer par là, mais ils peuvent être aussi, à chaque fois que vos PNJ ramènent la tête d'un orc, le chef du village perd un petit peu d'autorité et vos PNJ deviennent le plus important dans le village. C'est très très bien dans un bac à sable d'utiliser aussi ce genre d'échelle. Ça peut être aussi, au fur et à mesure que vos personnages avancent dans le donjon et gagnent des points pour avoir enfoncé des portes, fait du bruit, machin chose, et bien il y a de plus en plus de montrezans qui leur tombent sur le paletot. Voilà. L'approche multivectorielle. Comme on est dans un truc universitaire, je me suis dit, il faut des grands mots. Alors j'ai dit multivectorielle. Alors, bon, tout ça c'est pour dire, on va y aller très très vite.
l'idée, c'est que l'intention narrative, elle va vous permettre de mieux écrire les enjeux. Pourquoi? Parce que vous avez envie de raconter une histoire, et donc c'est grâce aux enjeux que vous allez permettre d'orienter l'expérience de jeu, le récit, vers cette intention narrative. Alors, les éléments, il faut les écrire comme des cartes de visite d'ascenseur. Carte de visite d'ascenseur, c'est quoi? C'est un truc de communication. C'est bien. Donc, c'est un truc... c'est un truc de communication, grosso modo. Vous montez dans un ascenseur avec avec l'éditeur à qui vous avez envie de filer votre jeu de rôle. Vous avez 30 secondes pour l'accrocher pour qu'en sortant de l'ascenseur, je dise d'accord, gamin, tu m'envoies un mail avec ton jeu de rôle, on publie ça dans 6 mois. Voilà, c'est ça la carte de visite d'ascenseur. Et donc, c'est 3 lignes qui doivent faire que votre élément, eh ben, il est indispensable. Et une fois que vous allez le mettre en jeu, paf, il va faire tchac. Alors, les enjeux et les éléments, d'accord, c'est ça qui va. Une fois que vous avez ça, vous pouvez déterminer quelle est la structure la mieux agencée pour votre scénario. Si vous avez beaucoup d'enjeux, ça veut dire que vous allez avoir normalement beaucoup de liens entre vos éléments, donc vous allez plutôt vous diriger vers quelque chose qui est linéaire. Si vous avez beaucoup d'éléments, eh bien vous allez avoir quelque chose qui va être plutôt insulaire. Et si tout ça doit se mêler plutôt d'une manière très visuelle, très évidente, parce que vos enjeux ne sont pas très très complexes, mais ils sont très clairs, et vos éléments, vous avez besoin d'être inspirés au moment où vous êtes sur la... Eh bien, vous allez faire plutôt quelque chose de visuel. C'est ça, cette structure qui va signifier votre... qui va déterminer votre design. Pourquoi? Parce que dans les 3 designs que j'ai présentés, il y en a qui sont mieux pour faire ça. Et quand vous avez votre design et vos éléments, vous pouvez déterminer quels sont les outils que vous appliquez aux éléments de votre jeu. Et on en arrive à la moment final. Tada! Et voilà, et donc tout ça est résumé là dans une belle infographie. J'aime ça, hein. J'arrête de parler de Sébastien, je crois que je lui fais du pied. Et donc voilà, donc vous avez ici le design, ici la structure, tout ça, ça se rencontre 9 cases, jusque-là il n'y a pas de problème. Vous avez des grosses boules pour vous dire est-ce que le design est adapté à la structure, est-ce qu'il est peut-être un petit peu moins pertinent, ou est-ce qu'il est carrément inadapté, hein. Et puis alors vous avez les différents outils, ceux qui sont en noir sont ceux que vous allez utiliser préférentiellement, ceux sur lesquels vous allez passer votre temps de création. Pourquoi? Parce que les autres, ils sont au moment du jeu un petit peu moins importants. Alors, je ne vous laisse pas évidemment regarder ça trop, de toute manière ce sera bientôt sur mon blog, je vous promets. Et puis on va en discuter à travers mon blog, sur les forums, etc. Parce qu'à l'heure actuelle, ceci c'est encore un petit peu expérimental, c'est une vue de l'esprit. Alors je vais faire un parallèle, vous allez faire « Oh, il ose ». C'est un petit peu comme le premier papier d'Einstein, A Thought Experiment. Voilà. Où il a décrit la relativité, mais sans parler de physique. Juste en disant, voilà, on va imaginer que. Ici, on va imaginer que, quand on utilise le bon design, quand on utilise la bonne structure et qu'on a les bons outils, on écrit de meilleurs scénarios. Et donc le prochain défi que je nous fixe, à nous tous, rôlistes, ceux qui ont envie de me suivre, parce que je peux comprendre que ce soit fatigant. Moi-même, je suis fatigué, vous savez, un boulot à temps plein, 5 enfants, le jeu de rôle. On va essayer de faire 2 choses. Le Ixunt Dracones, est-ce qu'il existe un design de scénario qui soit à la croisée parfaite entre le design linéaire, insulaire et graphique, et qui nous permettrait quelque part d'avoir le meilleur de ces 3 mondes, et on va essayer peut-être, et ça c'est une chouette expérience, de dire, on va se prendre un scénario, juste un truc un peu bateau, facile, genre on va aller chercher sur le Photoshop, c'est un outil que j'aime bien aussi, et on va tester tout ça sur ce scénario pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Voilà, maintenant j'imagine que vous avez peut-être 1 ou 2 questions, et avant je suis un peu plus courant. Voilà. Alors, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Alors, Bastien, quand tu parlais des bacs à sable, après tu parles des scénarios à la Magnolia, et j'ai cru entendre que c'était difficilement compatible, les 2 approches. Je sais que personnellement, j'aime bien pourtant les mixer. Donc c'est pas du tout compatible puisqu'on est sur des, on est sur des structures différentes, mais bon, ces structures sont perméables, elles se mélangent. Ce ne sont pas des catégories
ce ne sont pas des catégories fixes, ce n'est pas des boîtes, c'est une taxonomie en fait. Hein. Ça, je peux parler, je suis géologue, moi j'en ai beaucoup fait de la taxonomie. Mais donc, grosso modo, on essaie de déterminer des grandes classes, mais on se rend bien compte qu'entre tout ça, il y a des mélanges. C'est un peu comme quand je montre le fameux graphique avec les 3 types de design et montrer, ben oui, tout ça, ça peut se mélanger, et au mieux, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est pareil avec les structures. Je ne l'ai pas fait parce que, bon, comme il y en avait 5, ça devenait tout de suite graphiquement un petit peu plus compliqué. Mais oui, on peut les mélanger, bien sûr. Tu peux, dans un bac à sable, décider de déclencher différents types d'approches. Tu peux, dans un bac à sable, décider d'avoir quelque chose qui est circulaire. Tu peux très bien décider que, dans ton bac à sable, les limites de ton bac à sable, tu te souviens, dans le podcast qu'on a enregistré, j'ai beaucoup parlé des limites du bac à sable et de l'importance d'avoir des limites dans son bac à sable, sans quoi ce que les joueurs font dans le bac à sable, plutôt le personnage n'a pas d'importance, justement, ben, il peut s'amener qu'en fait ton bac à sable soit une énorme boucle temporelle. Tu vois, donc tu peux mélanger ces structures-là, mais là, tu as une intention narrative qui généralement va aller au-delà du simple scénario. On est plutôt au niveau de la campagne. Maintenant, dans un scénario, oui, on peut mélanger des structures. C'est un beau défi d'écriture aussi derrière, parce que, bah ouais, justement, quelle structure, quel design, quels outils je vais utiliser pour arriver à cette belle intention narrative. Il y a, enfin bon, moi je sais pas, mais moi dans ma vie, j'ai des tas de fausses bonnes idées. Hein. Il y en a peut-être plein là-dedans. Hein. Typiquement, tu as dit que tu aimais beaucoup Dungeon World. La question que je vais te poser, c'est est-ce que tu penses que parmi les différentes designs, différentes architectures que tu proposes, il y en a qui sont plus adaptés à certains jeux qu'à d'autres? Est-ce que le jeu peut t'aider à faire des scénarios rapidement et efficacement comment est-ce que le jeu auquel tu joues vient perturber toute la théorie? Enfin, perturber, aider, modifier, quoi. Comment est-ce que ça s'inspire là-dedans? Je vais avoir un peu de mal à répondre à ça parce que depuis maintenant, on va dire grosso modo, depuis que je suis père, ça fait quand même maintenant 11 ans, j'ai arrêté de jouer à des jeux de rôle dont le livre de base dépasse, on va dire, la limite de 100, 150 pages. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai plus le temps de les lire. Je veux dire, comme je disais, hein, j'ai mon boulot, j'ai mes 5 enfants, j'ai mon activité complémentaire, je fais du jeu de rôle, il faut pas vous imaginer. Hein, je veux dire, j'ai une vie palpitante, souvent un peu fatigante. Mais voilà, donc à l'heure actuelle, les jeux avec lesquels je joue, c'est Tranchons et Traquons, c'est Mini Donjon. Je ne sais pas si vous connaissez Mini Donjon dans l'Endure, c'est une petite perle, mais ça vaut vraiment la peine d'être découvert. C'est Dungeon World, bien sûr, d'autres jeux propulsés par l'Apocalypse, Tribulus, etc. Donc oui, je joue avec des jeux qui ont des règles très simples et qui finalement facilite, j'ai envie de dire, l'application de design insulaire ou de design graphique. Sans compter que c'est vrai que dans mes temps perdus, quand je suis trop fatigué pour théoriser, j'aime bien jouer sur mon ordinateur, sur Illustrator ou Photoshop pour faire des jolies choses. Voilà. Donc, mais je pense que c'est applicable aussi à des jeux qui sont plus lourds en règles. Parce qu'on est sur vraiment des éléments, des briques constitutives, on est sur les Lego de base de notre construction de scénario. Et puis, comment tu présentes le plan de ton scénario? Donc, comment tu présentes le type qui doit faire le beau Millennium Falcon en Lego 2664 pièces, 15 heures de travail, eh bien, comment est-ce que tu lui présentes le plan pour faire son Millennium Falcon? Est-ce que tu pars de la pièce A pour arriver à la pièce 2664? Ou est-ce que tu divises tout ça en différents éléments qu'à la fin tu rassembles? Ben voilà, c'est de ça dont on parle. Donc, mais je pense que la grosse différence, elle va être au niveau de la préparation des statistiques. C'est clair que dans un jeu comme l'Apocalypse, faire un design infographique, c'est super facile parce qu'ils ont vraiment facilité le travail. Le design est déjà ultra insulaire au niveau des jeux propulsés par l'Apocalypse, que c'est peut-être moins évident dans des jeux plus complexes, Appel de Cthulhu, Néphilim, par rapport à tous les enjeux et toutes les relations que tu vas devoir créer. Mais c'est des propositions narratives différentes aussi. Donc, je pense que le système de jeu, le jeu en lui-même, j'ai pas l'impression qu'il va influencer beaucoup. Je me trompe peut-être, hein. C'est juste une impression, je ne peux pas aller plus loin. Donc on va